Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Voici le sommaire. Dans l'actualité, les combats se sont intensifiés entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. L'armée congolaise met la pression sur l'ennemi. Plusieurs localités ont été libérées des mains des assaillants. On apprend que suite aux affrontements, les axes routiers menant vers la ville de Goma seraient coupés par le rebelle. Les détails dans ce journal. Et dans cette édition, on parlera aussi du lancement des opérations d'enrôlement dans la deuxième zone opérationnelle à Lubumbashi. Dans le Katanga, le go a été donné par le Premier ministre Samalou Kondé qui a appelé la population à s'approprier ce processus électoral. C'est tout pour les titres, les développements dans un instant. Madame, Messieurs, bonsoir. Plusieurs axes routiers qui mènent vers Goma sont difficilement fréquentables depuis les récents affrontements entre le M23 et les FARDC. Ce 25 janvier, des véhicules qui quittaient Butembo pour Goma ont fait marche arrière à Rouchebéché. Confirmation d'Emaele Makelele Samuel, cadre de la société civile. Pour lui, le rebelle ont barré la route à tout véhicule. Il a dit au téléphone de Daniel Gamboa. Plusieurs axes routiers qui mènent vers Goma sont difficilement fréquentables depuis les récents affrontements entre les M23 et les FARDC. Le territoire de Rutshuru et Masisi sont dans les visères d'attaques et combats intenses. Ce 25 janvier, des véhicules qui quittaient Butembo pour Goma ont fait marche arrière à Rouchebéché. Confirmation de Mayele Makelele Samuel, cadre de la société civile contacté par notre rédaction. Pour lui, les rebelles ont barré la route à tout véhicule. Bien sûr, la situation est un peu tendue et compliquée ici dans le Nord Kivu. Moi, je suis présentement à Goma. Et nous suivons de près ou de loin tout ce qui se passe autour des villages environnant la ville de Goma. Et donc, depuis 6 mois et plus, la route qui dessert Goma par des produits agricoles et aussi par les commerces entre la ville de Goma et Butembo a été coupée par les M23 du fait que les gens ne pouvaient plus avoir accès sur Kibumba et Rumangabo, Kiwanja, Rutshuru et continuer vers le parc national de Virunga pour aller dans le territoire de Lubero, là où ils doivent maintenant continuer vers Butembo. Et voilà, une autre ruse du M23 est qu'il voulait aussi couper une autre route qui commençait maintenant à desservir, qui n'est pas une route principale, qui n'est pas aussi du tout praticable, mais quand même les gens et les voyageurs essayaient d'y passer avec les camions, avec des véhicules et avec des motos pour essayer de contourner, même si c'était un chemin impraticable et un chemin très éloigné de la ville. Et donc ils devraient contourner pour essayer d'atteindre au moins la ville de Butembo. Les sources officielles n'ont pas encore confirmé ni infirmé. Elles nous promettent de réagir dans un bref délai. Notons que le Rwanda a attaqué mardi un avion militaire qui volait, selon Kinshasa, à l'intérieur du territoire de la République démocratique du Congo. L'escalade des tensions entre les deux pays a atteint un niveau supplémentaire. Le président congolais Félix Tshisekedi a boycotté lundi 23 janvier dernier une rencontre avec son homologue rwandais, Paul Kagame, au Qatar. Toujours au Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, l'armée congolaise a libéré quelques localités stratégiques, notamment Kishiché, Kichanga et Bambou, jadis entre les mains de rebelles du M23. Et ce mercredi, les combats se sont intensifiés entre les deux camps, mais les FARDC prennent les dessus sur l'ennemi. Cette situation a causé le déplacement massif des populations. Deborah Wamba nous en parle. Bonne nouvelle pour la nation congolaise. Les combats se sont intensifiés entre les FARDC et les rebelles du M23. Les forces loyalistes mettent la pression sur l'ennemi. Elles ont libéré quelques localités stratégiques dans les territoires de Rutshuru, notamment Kishiché, Kinshanga et Bambou, qui étaient occupés par les terroristes du M23 après avoir massacré plus de 270 personnes. Après Kishiché, l'armée congolaise a progressé vers Katalo, puis Bambou Centre, où les M23 ont été délogés. Les militaires congolais progressent vers Kabizo et Mabenga avec comme objectif de corriger l'agresseur.
Les détonations en armes lourdes ont été entendues dans les périphériques de Kinsanga et cette situation a causé les déplacements massifs de la population de Kinsanga vers Masisi. Selon les informations reçues de la société civile locale, le Rwanda vient de renforcer les M23 en hommes et militaires. La situation reste très tendue dans la zone des combats, signalant que le FARDC contrôle Kinsanga et ses environs. Et la réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre au lendemain de l'attaque de son avion de chasse par l'armée rwandaise. Le gouvernement congolais condamne avec la dernière énergie cette énième provocation du pays de Paul Kagame avant de préciser que cet aéronef n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, en duplex depuis Lubumbashi. Cet acte est un acte délibéré d'agression qui équivaut à une déclaration de guerre et qui a pour seul objectif pour le Rwanda de nous sortir ou de saboter les différents processus de paix dans lesquels nous sommes engagés, parce qu'il est clair que dans ces différents processus, le Rwanda a été obligé de cesser de soutenir le M23 et de se retirer du territoire congolais. Et cet acte posé avec autant de barbarie qui aurait pu causer des dégâts au sein des populations appelle de notre part une réaction appropriée en tenant compte de ce que le droit international nous confère comme possibilité pour assurer la défense de notre territoire. Le gouvernement rwandais est excédé par l'existence de notre flotte aérienne parce que ils se sentent inutilement menacés lorsque notre avion survole notre territoire. Nullement, et nous allons les démontrer techniquement, notre appareil n'a survolé l'espace aérien rwandais. Il était dans ses vols, dans ses missions, conformément au programme que l'armée avait donné, et qu'il était au retour à l'aéroport de Goma. Comme cela s'est fait de manière routinière, il faut noter ici qu'à chaque fois que nos appareils Sukhoi survolent la ville de Goma ou entrent en opération, les Rwandais s'agitent, et cette volonté déterminée d'attaquer de manière claire notre appareil des guerres illustre bien la volonté dans laquelle ils sont, celle de continuer à maintenir un climat de violence et de terreur dans la partie est de notre pays. Les tensions que nous avons à Kichanga, c'est des tensions qui ont été provoquées par justement l'armée rwandaise qui continue d'appuyer les M23 en continuant à poser des actes terroristes. Ici, nous voulons interpeller à nouveau la communauté internationale qui suit de près les différents processus sur la nécessité de mettre fin à cette persistance de violence parce que nous sommes justement, comme vous l'avez dit à juste titre, à quelques jours du démarrage de l'opération d'enrôlement des électeurs. L'opération d'enrôlement des électeurs qui s'est faite durant une année électorale. Nous ne voulons pas que cela puisse être perturbé parce que le Rwanda, qui ne connaît pas des démocraties, a bien envie de perturber les déroulements normaux de notre démocratie en empêchant à certains compatriotes de s'enrôler, de prendre part au vote attendu en fin d'année. Une autre réaction, c'est celle des bienvenus Kukokisa, spécialiste en gestion des conflits militaires. Selon lui, il n'est nullement question de violation de l'espace. Il considère plutôt la réaction du Rwanda comme une déclaration de guerre ouverte. Il est au micro de Deborah Wamba. J'aimerais rappeler à l'opinion que la violation de l'espace aérien est réglementée par les organisations et les organismes internationaux et référant à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, on détermine le volume. S'il y a une violation de l'espace aérien, on détermine le volume de l'espace, le timing que cela a eu lieu, et de par ces deux variables, on peut justifier s'il y a une violation de l'espace aérien ou pas. Cependant, ce que nous constatons, l'avion qui venait à l'atterrissage, vu la cartographie de l'aéroport de Goma, il est difficile que le Rwanda, dès l'entame, utilise le langage de la violation du territoire de l'espace aérien comme un argument. Quand bien même il y a violation de l'espace aérien, l'aviation civile, la réglementation impose un timing qui varie de 2 à 5 minutes à tout appareil ou aéronef survolant un espace aérien sans en avoir l'autorisation de pouvoir s'identifier. Et puis,
le pays qui se rend compte que son espace aérien est violé utilise les avions de guerre pour aller à l'encontre et imposer à l'appareil qui viole l'espace à atterrir ou carrément à quitter l'espace aérien. Mais vous allez vous rendre compte que l'activité aérienne de notre appareil n'a même pas eu le regard vers le Rwanda, mais partait vers l'atterrissage. Et le missile qui a été lancé par derrière. Donc du coup, nous n'estimons pas que la RDC a violé l'espace aérien. S'il en a violé, combien de temps cette violation de l'espace a eu lieu et quel est les degrés ou en termes de kilomètres que notre appareil a eu à survoler l'espace aérien. Mais nous constatons simplement que le missile est tiré de Kigali vers le Goma. Ça, c'est une déclaration de guerre pure et simple. Si vous prenez l'aéroport international de Njili, vous allez vous rendre compte que juste après le pavillon présidentiel, il y a une base aérienne de l'armée de l'air congolais. Il est inconcevable que l'aéroport international du Goma, qui du reste est international, puisse être délocalisé des activités ou de port des avions militaires. Nous connaissons tous l'agression du Rwanda mérite assez que cet aéroport devienne de plus en plus militarisé, de sorte que non seulement des navettes, mais des grands entraînements puissent avoir lieu dans ces territoires et dans cet aéroport-là. Pendant ce temps, à Béni, des officiers de la police nationale congolaise et des forces armées de la RDC ont été formés le mardi 24 janvier 2023 sur le comportement adopté face à un engin explosif improvisé. Suivez les récits d'Esther Bompoko. Une dizaine d'officiers de la police nationale congolaise et des forces armées de la RDC basées à Béni ont été formés le 24 janvier 2023, organisés par la police de la MONUSCO en collaboration avec le service de lutte anti-mine des Nations Unies. Cette formation avait pour objectif de renforcer la capacité de ces officiers sur les dangers que représentent les engins explosifs improvisés dans la communauté et pour préserver les vies humaines. Ils ont été outillés sur comment réagir devant un engin explosif ou des munitions non explosées. Cette formation a été d'une importance capitale après l'attaque à la bombe de Kassindi, qui a fait une quinzaine de morts. Rappelons que l'année dernière, le service de l'action anti-mine des Nations Unies a détruit une quarantaine de roquettes des forces armées de la RDC, non loin de Béni. On va prendre la rubrique invité du journal. Je reçois sur ce plateau Maître Achille Kapanga, ancien maire de Béni. Bonsoir Maître. Merci, bonsoir Madame. Oui, Maître Achille Kapanga, la tension est montée d'un cran entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le combat s'est intensifié entre les FARDC et le rebelle du M23. En effet, un avion de chasse de l'armée congolaise a essuyé des tirs de l'armée rwandaise. C'était la panique mardi soir à Goma. Vous qui êtes du Nord Kivu, vous avez certainement de la famille dans cette partie du territoire national. Quelle a été l'atmosphère ce mercredi à Goma? La psychose est toujours présente du côté de la population. Madame, merci beaucoup. Vous savez très bien que ce qui se passe au Nord Kivu est en train de dépasser les limites. Là, on a débordé. Pourquoi? Puisque au moment où je vous parle, à Béni, dans les quartiers qu'on appelle communément ma campagne, c'est à Kouné Moulekera, il y a une bombe qui vient d'éclater tout de suite là et il y a des victimes. C'était dans un moulin de farine, de manioc. La bombe a éclaté et des victimes sont là et d'autres sont déjà à l'hôpital. Donc ça s'ajoute encore à ce qu'on a vécu à Loubiri, à Kassine dernièrement. Là, on n'a pas cité les massacres qu'il y a dans les Bachou hier. Donc le monde ne faut que se compter du jour au lendemain. Ce qui est arrivé à Goma, c'était un grand défi, et non seulement pour le gouvernement congolais, mais pour la communauté internationale, puisque notre chef de l'État a fait beaucoup de déplacements par-ci, par-là. Il est même parti signer des accords en Angola. Croyait que cette fois-ci, c'était une façon que le M23 se retire stratégiquement et que l'EAC est venu même déclarer clairement et précisément que non,
au cas où le M23 ne parvenait pas à respecter ces accords, on va frapper le M23. Malheureusement et curieusement, douloureusement d'ailleurs, on constate autre chose. Les forces de l'EAC qui semblent venir s'interposer veulent même créer des zones tampons, un vocabulaire très amer pour le peuple congolais. Alors nous pensons que ces défis que Kagame, devant lesquels Kagame met la communauté internationale, doit interpeller tout le monde, doit montrer à toute la communauté internationale comme quoi la personne qu'ils sont en train de cajoler, c'est un assassin. Demain, il peut se retourner contre toute l'Afrique et ce sera très dangereux. Donc pour moi, Kagame, ce n'est pas la première fois pour lui de faire ce qu'il fait. Et d'ailleurs là, on doit louer Dieu puisque notre pilote est sorti. C'est sauf puisqu'on allait perdre et l'appareil et l'équipage. Mais Dieu est grand, ça n'a pas été ce qu'il voulait que ça se fasse ainsi. Et là, ça nous rappelle d'ailleurs l'attentat qu'on avait fait contre l'ancien président Abiyarimana. Donc là, au moins, tout le monde comprend que Kagame est en train de montrer que c'est lui réellement qui avait tué Abiyarimana. Parce qu'Abiyarimana est mort dans les mêmes conditions. Et voilà, au moins, le monde comprend maintenant qu'on est en face d'un assassin. Et là, notre gouvernement doit tirer beaucoup d'attention et doit tirer beaucoup de leçons. Pourquoi? Puisque le peuple a toujours réclamé que la MONUSCO ne nous aide pas, que cette force qui vient ne veut pas nous aider. Mais le gouvernement semble faire fi. Quand le peuple veut manifester pour démontrer que ça ne va pas, ou bien faire écouter sa voix, faire parvenir sa doléance, curieusement, le peuple est fouetté, le peuple est muselé. Même si on est sous état de siège, madame, il faut qu'on permette au peuple de faire passer le message. Mais entre-temps, maître, sans vous couper la parole, le Rwanda accuse l'armée congolaise d'avoir violé son espace aérien et il parle d'une agression de la RDC. Et entre-temps, la colère monte de part et d'autre. Quelle devait être la réaction du gouvernement face à cette situation? Madame, nous avons suivi les techniciens à la matière. On a bien démontré que c'était sur l'espace aérien congolais. Donc, comme hier, l'avion de chasse est allé au secours de militaires et nous avons appris que Kagame a perdu beaucoup de siens. Je pense que c'est par colère, par réprimande que Kagame a pu faire ça. Donc lui pensait qu'il fait la vengeance sur notre appareil de chasse et qui a réussi à maîtriser ou bien à mettre hors d'état de nuire plusieurs de ces militaires, puisque nous l'avons appris qu'à Kichanga, on a vraiment tué beaucoup de militaires rwandais. Mais entre-temps, nous avons également appris que les FARDC a repris finalement le contrôle des deux localités, notamment Kichanga. Est-ce que c'est une information vraie? Bon, madame, vous savez que à principe, ces zones-là doivent être occupées par les FARDC. Les M23 doivent se retirer et les FARDC doivent s'installer et au besoin, à la même occasion, l'administration locale. Ce qui est prévu. Donc pour moi, ce n'est pas du nouveau puisque ce sont les zones congolaises. Elles doivent être occupées qu'avec des militaires de population congolais. Donc dire qu'on va y laisser des étrangers ou bien une armée étrangère, c'est déjà violer notre sol congolais. Donc ça, c'est tout à fait logique, tout à fait normal que les FARDC contrôlent toute la RDC. C'est vraiment leur mission régalienne. Nous les encourageons, nous soutenons dans leur démarche, dans cette démarche-là. Maître Achille Kapanga, nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux autorités, mais également à la population, surtout celle de l'Est? Je voulais dire seulement une seule chose. Et là, vraiment, je parle avec beaucoup d'assistance. Que ce soit le ministre, les députés et tout le monde, ou tout politicien congolais en général, nous devons quitter cet état d'esprit de beaucoup plus nous fier à nos postes et peut-être à nos mandats qu'au peuple. C'est ça la maladie qui tue ces pays. Nous voyons beaucoup plus nos postes que nous devons protéger, nous voyons plus nos marques que nous devons protéger. Et là, nous sacrifions la population. Si on doit mettre la population avant toute chose, vous verrez que et les mandats seront protégés, et le peuple sera protégé. Mais quand on doit mettre les mandats avant, on doit mettre les fonctions avant, les postes avant toute chose, là vraiment, on ne réussira jamais à décoller, puisqu'on est limité juste à protéger. Là, c'est le machiavélisme qui ne permet pas qu'on puisse aller très loin. Maître Achille Kapanga, je rappelle que vous êtes ancien maire de Béni. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Et je pense que j'ai dit bonne soirée à tous les téléspectateurs et on est ensemble.
Merci. Merci beaucoup. Et puis c'est fait, j'ai ma carte, je demande à tous de faire comme moi. C'est en ce terme que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a lancé officiellement ce mercredi 25 janvier 2023 l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la zone opérationnelle 2 en se faisant enrôler. Les détails dans cet élément signé Joël Selona. Comme annoncé, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé ce mercredi 25 janvier 2023 au collège Imara à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, au lancement de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle. C'était en présence des membres du gouvernement, des autorités locales, des officiels de la CENI et de la délégation venue de Kinshasa. Pour montrer l'exemple, le chef du gouvernement s'est fait enrôler tout en invitant la population à lui emboîter le pas. Je vous demande bien sûr à tous de faire comme moi, comme il nous l'a été demandé dans notre rôle civique de nous enrôler. Ici, je suis venu au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République lancer l'opération d'enrôlement dans le deuxième ère de la République. Alors ici, je voudrais aussi inviter ceux qui pourront, en tout cas dans les grands centres urbains, à pouvoir procéder à un pré-enregistrement parce que ça permet de gagner du temps. Mais pour ceux qui ne le peuvent pas, ils peuvent toujours venir remplir les fiches normalement. Et pour le reste, c'était juste cette invitation, vraiment cette sensibilisation à faire, pas seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des relais des autorités provinciales qui nous ont accompagnés dans cette opération pour inviter toute la population congolaise, du moins ceux qui sont en âge de voter et qui le seront le 20 décembre 2023, de s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'ils voudraient avoir demain. À noter qu'une foule immense a accompagné le chef du gouvernement ce mercredi au collège Imara pour le lancement de cette importante opération d'enrôlement. Sachez qu'à son arrivée dans la province du Haut-Katanga le mardi dernier, le chef du gouvernement a tenu un meeting de sensibilisation à la grande place de la Poste dénommée Moïse Tchombe à Lubumbashi. Sama Lukonde a invité la population à s'approprier ce processus en s'enrôlant massivement. Le chef du gouvernement a aussi présidé la réunion du Conseil de sécurité au gouvernorat de Lubumbashi. Dans le même registre, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les Congolais de l'étranger a débuté également ce mercredi. Selon la centrale électorale, les centres d'inscription doivent être directement implantés dans les ambassades et seront ouverts du mardi au dimanche. Quelques membres du staff dirigeant de la CENI ont fait le déplacement de la France, la Belgique, mais également l'Afrique du Sud, justement pour procéder au lancement de cette opération. Les récits et de Deborah Wamba. Ces débuts d'opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais vivant en France, en Belgique et en Afrique du Sud marquent la détermination du président de la CENI, Denis Kadima, de faire inscrire les Congolais résidant à l'étranger dans le fichier électoral. Une première dans les annales des organisations des consultations électorales en RDC. Le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenu Ilanga, a fait les déplacements de la France justement pour lancer cette opération. Dès son arrivée, il a échangé avec une délégation des Congolais afin de sensibiliser à un enrôlement massif. Après avoir animé un cadre de concertation à Bruxelles, il s'était rendu il y a quelques mois dans la perspective de la révision du fichier électoral. Le deuxième vice-président Didi Manara séjourne en Belgique justement pour le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant en Belgique. Qui sont bien évidemment faciles à répondre, notre nom, prénom, âge, etc. Vous répondez, vous arrivez jusqu'à la fin et par la suite vous allez avoir un QR qui aura à la fin ce QR. Et c'est avec ce QR là que vous vous présentez ici et par la suite les agents qui sont là et bienveillants vous diront les étapes à franchir. Pour sa part, le rapporteur de la CENI, Patricia Seya, est en Afrique du Sud, toujours pour cette opération. C'est le premier jour, mais je trouve que déjà que c'est bien organisé. C'est calme.
Et pour ça, je tiens à féliciter l'ambassadeur, féliciter aussi notre équipe d'avance parce qu'ils étaient là pour les derniers réglages. Et féliciter aussi ceux-là, les compatriotes qui se sont encaissés pour obtenir leur carte d'électeur le premier jour. Étant une question de souveraineté, les représentations diplomatiques sont en première ligne pour favoriser la réussite de cette opération. Dans le reste de l'actualité, 4 ans après avoir cédé les pouvoirs à son successeur, Félix Tshisekedi, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, est resté sous silence. Le président honoraire ne s'est jamais prononcé depuis son départ du Palais de la Nation. Interrogé à ce sujet, Aristote Ngarimé, porte-parole adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, précise que le sénateur à vie, Joseph Kabila, est soumis au devoir de réserve. Aristote Ngarimé est au micro de Naomi Mpila. Le président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, est pris en charge par une loi. Il ne doit pas se comporter comme vous et moi. Il est pris en charge par une loi. La loi portant statut des anciens présidents de la République. Tous ces faits et gestes sont pris en charge là-bas. Il ne peut pas venir ici comme moi, tenir un point de presse. Il y a une loi. Il a le droit de réserve. Il a le droit de retenir. C'est ça la loi. Donc, Dédé, le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, c'est une personne ressource. Si vous allez auprès de lui, il peut vous révéler quelque chose, il peut vous prodiguer des conseils, il peut même m'orienter. Mais si vous ne venez pas vers lui, par quel miracle voulez-vous qu'il puisse se prononcer alors qu'il est pris en charge par une loi? Aviez-vous consulté le président honoraire Joseph Kabila Kabange et ce dernier aurait refusé de réagir sur une question donnée? Non. Donc, ce qui revient à dire qu'il faut féliciter Joseph Kabila Kabange. C'est un homme d'une grande maturité politique. C'est un homme qui est une personne ressource pour la RDC. En effet, son silence, c'est tout simplement parce qu'il est réglé, il est géré par la loi. Il ne peut pas se prononcer n'importe comment. On ne peut pas parler de l'alternance politique dans ces pays sans faire référence à Joseph Kabila Kabange. Et tout à fait autre chose à présent, le gouverneur de la ville de Kinshasa a décidé de surseoir sa décision de démolition de toutes les constructions érigées sur la rivière Funa. Alors, question que prévoit la loi en cas de démolition des constructions anarchiques. Tentative de réponse avec Maître Victor Ebenia. Ce qu'il faut savoir en matière foncière, dans le droit foncier, nous avons des biens immobiliers là, pour l'État. Il y a les domaines privés de l'État et les domaines publics de l'État. Les domaines privés de l'État, là, ce sont les terres que l'État met en commerce. C'est-à-dire l'État peut décider de faire la concession, parce que c'est l'État qui demeure le propriétaire des sols et des sous-sols. Alors, il peut conclure des contrats là avec des particuliers, avec des citoyens que nous sommes, pour exploiter, pour occuper ces terres-là qui appartiennent à l'État. Là, c'est ce qu'on appelle la concession. Pour occuper de manière perpétuelle, comme j'ai dit là, il faut que les terrains là soient lotis. Il faut que l'État décide de mettre ça en commerce. Parce que il y a d'autres terres de l'État qui ne sont pas dans les commerces. C'est ce qu'on appelle les domaines publics de l'État. Par exemple, les stades des martyrs. Par exemple, le marché, la voie publique, et même les emprises là, à côté de la voie publique, on a laissé un peu les emprises pour les piétons. Donc, ces lieux-là, on ne construit pas. On ne peut pas construire sur ces lieux-là. Alors, si quelqu'un vient construire sur ces lieux-là, là, c'est ce qu'on appelle des constructions anarchiques. Et quand il y a des constructions anarchiques et que l'État décide de démolir, la loi est un peu beaucoup plus sévère parce que la loi dit que quelqu'un qui construit sur des lieux pareils, il est de mauvaise foi. Il est de mauvaise foi et en ce qui concerne même l'indemnisation, l'État ne va pas l'indemniser.
Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Les combats se sont intensifiés entre les forces armées congolaises et le rebelle du 23 dans le territoire de Rutshuru. L'armée congolaise met la pression sur l'ennemi. Plusieurs localités ont été libérées des mains des assaillants. On apprend que suite aux affrontements, les axes routiers menant vers la ville de Goma seraient coupés par le rebelle. Enfin, lancement ce mercredi des opérations d'enrôlement dans la deuxième zone opérationnelle, la Lubumbashi, dans le Katanga. Le go a été donné par le Premier ministre Samalou Kondé qui a appelé la population à s'approprier du processus électoral. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Bonne suite des programmes sur nos antennes.